à l'endroit où ils recevront les félicitations suivantes, en commençant par leurs excellences, les chefs d'État et de gouvernements étrangers, ainsi que les envoyés spéciaux et leurs épouses. anunciamos la retirada de Su Excelencia el Presidente de la República y de Su Excelencia la Primera Dama de la Nación para continuar con los siguientes actos de la ceremonia. Mientras tanto, señoras y señores, invitamos respetuosamente
Alors nous revenons sur ce plateau, nous disions tout à l'heure, nos reporters sont positionnés un peu partout. Nous allons établir la liaison avec Léopoldo, et qui a avec lui une personnalité qui doit nous livrer ses impressions. Léopoldo, à vous. Les invités. Bonjour à tous, nous sommes devant la salle de conférence de Sipopo pour faire vivre en direct l'événement politique plus important pour les Équatoriens au cours de cette année 2016. Dans la durée de cette émission, on va amener ici de temps en temps des invités, les Équatoriens et les politiciens équatoriens pour donner leur avis sur l'investiture du président Teodoro Obiang Nguema pour son nouveau mandat. Tout de suite, je suis à côté de Melchior Sono Edzo, ancien ministre des Finances et actuellement sénateur. Monsieur, bonsoir. Vous avez écouté le discours du président. Qu'est-ce que vous a plus remarqué dans ce discours? Bon, je crois que c'est une nouvelle étape que la Guinée équatoriale vient de commencer aujourd'hui. Et dans le discours du président, après avoir beaucoup travaillé pour créer des infrastructures nécessaires pour la Guinée équatoriale, il a parlé justement de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Je crois que ces aspects-là sont très importants pour cette étape que nous allons commencer pour dégager les efforts et éviter les déviations au niveau des fonds de l'État, faire en sorte que la Guinée équatoriale puisse atteindre, disons, l'horizon 2020, mais si ce n'est pas dans la plénitude, mais au moins arriver à 70 ou 80% de ce qui est nécessaire pour arriver à une émergence du pays. Et ça, c'est un nouveau mandat de 7 ans. En tant que sénateur équato-guinéen, quelles sont les attentes pour ce nouveau mandat de 7 ans? Je crois que, comme lui-même il l'a dit, et comme on voit, c'est une étape d'organisation pour la bonne gestion administrative économique, le respect des normes des lois, application stricte de ce qui est l'ordonnance de loi en Guinée équatoriale. Je crois que ce sont des aspects très importants et qui seront nécessaires pour cette époque que nous allons, nous venons de commencer, parce que il doit y avoir une bonne coordination, il doit y avoir une discipline dans la gestion, aussi bien économique comme administrative, pour pouvoir arriver à ce qu'on a projeté. Merci, monsieur. Monsieur Babilas, comme on avait dit, on va amener de temps en temps certains invités ici devant la porte de la salle de conférence de Sipopo. Bon, à tout de suite. Merci à vous, Léopoldo. On revient toujours sur Samuel Obiang. J'espère que cette fois-ci, il va pouvoir aller au bout de son idée. Je vous en prie, monsieur. Je pense qu'on aura la chance cette fois. Oui. Donc, je parlais de 2 poids 2 mesures sur dans la prise de certaines décisions. La loi politique n'admet pas le financement donné aux leaders ou aux partis de l'argent avant l'élection. Donc les partis politiques doivent s'organiser eux-mêmes à avoir de l'argent, à faire leur campagne, à s'organiser, pas tant du gouvernement. Là, ça a été une décision de l'arbitre et modérateur qui est le chef de l'État du processus. Et ce que je voulais exactement souligner, qu'il y a 2 poids 2 mesures, que là, à un certain niveau, la loi est respectée. À d'autres cas, la loi n'est plus respectée. Donc, ça pose vraiment problème. Donc, vous voulez dire que la loi elle est respectée quand ça nous arrange, et quand ça ne nous arrange pas, ce n'est pas respecté. Ça arrive des fois, c'est souvent le cas. Alors, nous allons nous poser un regard maintenant sur les chantiers du nouveau président. Quels sont les grands chantiers sur lesquels on attend le nouveau président? Et là-dessus, je vais d'abord recueillir le point de vue de M. Santiago Ngoua. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau gouvernement, du nouveau président, justement? Je voulais m'exprimer en espagnol parce que c'est des questions très très sérieuses, mais je vais essayer de me débrouiller en français. Donc, nous sommes ravis, je pense que le bilan
du président élu, investi aujourd'hui, est ratifié pendant les élections du 24 avril. On va voir que 278 362 équato-guinéens ont voté à faveur du candidat Obiangema Mbajogo. C'est-à-dire son bilan de dernier cette année, après les élections de 2009, c'est un bilan positif. On remarque que le plan électoral, le programme électoral qu'a présenté le président de la République, son parti PDGE, c'est un programme de continuité. Donc nous espérons que la deuxième phase soit matérialisée. Le président même a dit ça, que ce nouveau septennat va être le septennat d'atteindre l'achèvement des plans de développement Horizon 2020. Et je l'ai dit dans un autre plateau, pour que le programme, le projet du président pour le développer notre pays aboutisse, c'est une affaire de tous les Équato-Guinéens. Parce qu'il va, après ça, va composer une équipe de gouvernement et chaque personne, chaque Guinéen doit être responsable dans le secteur que le président va lui conférer parce qu'il ne pourra être dans tous les lieux. C'est à nous de matérialiser, surtout ceux qui sont militants, sympathisants du PDG, le parti au pouvoir. Parce que c'est un leader, il marque le cap et les collaborateurs doivent exécuter à 100% son volonté de développer Monsieur le pays. On va essayer d'être un peu plus concret en choisissant des domaines bien précis tout à l'heure. Mais avant, on va encore établir la liaison avec Léopoldo. Léopoldo, est-ce que vous me recevez? Qui est votre invité à l'instant? Léopoldo nous entend-il? Léopoldo n'est toujours pas avec nous. On va revenir sur ce plateau et continuer quand même notre échange sur ce plateau en abordant les chantiers du nouveau président fraîchement élu. Alors, je vais citer pas mal les choses qui frappent à l'œil. On parle de la Guinée équatoriale comme un pays quand même assez cher. Il va falloir faire des choses dans ce domaine. Je n'ai personne à la caméra. Équato-guinéen qui venait dans ce pays. Quelles sont les choses qui vous frappent tout de suite et sur lesquelles vous attendez le nouveau président? Je pense que fondamentalement, j'ai côtoyé quelques Équato-guinéens depuis hier que j'étais là, sur la pluie. Vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, la vie est chère. Donc il va falloir alors, et je pense c'est lié fondamentalement à la crise qui secoue le secteur pétrolier. Donc il va falloir revoir le système. Et le président dans son discours a déjà choisi quelques pistes. Il a dit qu'il faut diversifier les sources de financement de la politique de développement du pays. Et ceci passe par un plan qui prend en compte des secteurs autres que le secteur pétrolier, donc l'agriculture, l'élevage et la pêche, et le tourisme investi dans des secteurs nouveaux pour pouvoir permettre aux Équato-Guinéens de souffrir un peu. Je pense que la Guinée, pendant ces 7 prochaines années, sera construite par les Guinéens eux-mêmes. Et cela passe par la consolidation des acquis. Tout le monde doit s'impliquer pour que l'idéal l'objectif soit atteint. Donc, la diversification des secteurs, donc l'agriculture, il faut investir dedans. Je sais que la Guinée est un pays beaucoup plus arrosé. Donc, quand on parle de la pêche, fondamentalement, il faut intensifier les activités de pêche pour pouvoir permettre aux Équato-Guinéens de sortir. Et fondamentalement, l'autre problème, c'est l'emploi des jeunes. Vous voyez, ce qui pose le problème dans le pays africain, c'est l'emploi des jeunes. Donc, il faut trouver des secteurs porteurs innovants pour pouvoir permettre de mettre les jeunes au travail. Et je pense qu'on va régler beaucoup plus le problème de cherté. Mais quand on parle de cherté, les pays pétroliers sont toujours les pays dans lesquels on parle de cherté. Donc, je ne vois pas le problème. Ça se comprend de lui-même le problème. Merci Radi. Vous avez mis le doigt quand même sur quelque chose de très important, la diversification de l'économie. Ça fait très longtemps qu'on dit qu'il faut se dire que le pétrole n'est pas une denrée intarissable. Il faudrait pouvoir diversifier. Mais on a l'impression que les résultats dans ce domaine peinent à se voir. Est-ce que de ce qui est fait
est-ce qu'il ne faut pas mettre un coup d'accélérateur pour qu'on commence par avoir une vraie diversification, pour que les Équato-Guinéens s'impliquent désormais dans d'autres secteurs qui sont quand même aussi vitaux pour l'économie, non? Oui, vous faites bien de le dire, parce que nous pouvons tout dire. J'ai tendance à penser que les Africains ne doivent pas adopter la démocratie ou le pluralisme politique comme un prêt-à-porter sans retouche. Je pense que la démocratie doit s'accompagner effectivement de la vie des populations. Donc la démocratie parnassienne, de l'art pour l'art, comme j'ai l'habitude de l'appeler, est vaine si elle ne s'accompagne pas de la vie des populations. Et donc, la première phase, après la découverte du pétrole, la découverte de l'exploitation du pétrole, un chiffre que je voudrais vous donner au départ, c'est que, c'est vrai, on parle de l'exploitation pétrolière en Guinée équatoriale, mais ce que vous ne savez pas, c'est que les producteurs de pétrole, les principaux producteurs que sont les États-Unis, tirent 70% des revenus pétroliers. Ça, c'est selon les accords au départ. C'est pour que cela soit... Parce que, bon, le commun des mortels, hein, les populations pensent qu'on a beaucoup de pétrole et on tire de gros bénéfices. Mais je vous dis que nous n'avons que 30% des revenus pétroliers. Sur les 30%, nous avons au départ amorcé un développement économique, infrastructurel, et c'est ce que vous constatez aujourd'hui. Nous avons construit des infrastructures routières, les infrastructures portuaires, aéroportuaires. Donc, nous avons essayé de relever le pays sur ce plan. Donc, sur le plan infrastructurel, il y a des efforts qui ont été faits. Les efforts Alors, la suite, par rapport à la diversification, maintenant, voilà, maintenant, il y a un problème qui se pose dans les pays africains aujourd'hui, en émergence, en développement, c'est la formation des ressources humaines. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Pendant que nous construisions les infrastructures, nous avons commencé à envoyer les jeunes équato-guinéens, la jeunesse équato-guinéenne à l'école, à la formation. Parce que le problème qui va se poser, c'est qu'on a bien la volonté de développer le pays, on a bien la volonté de diversifier, mais encore faut-il des hommes pour accompagner ces vœux pieux. Donc, pour nous, nous pensons que le secteur le plus important, c'est la formation des ressources humaines. Donc, on parlera éducation, on parlera justice, on parlera démocratie, justement. Nous aurons dans quelques instants sur ce plateau le président de la Cour suprême de la Guinée équatoriale. Il est déjà dans nos locaux. Il va venir sur ce plateau dans quelques instants pour nous expliquer ce qui a été fait sur ce plan, dans ce secteur ces dernières années, et ce qui se fera dans le nouveau septennat du chef de l'État avant qu'ils ne reviennent sur ce plateau. Nous allons marquer une pause, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on sera avec vous dans quelques instants. Nous sommes sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission consacrée à l'investiture ce jour en Guinée équatoriale, d'où nous mettons en direct du nouveau président fraîchement élu de ce pays, M. Théodore Obiang Nguema Mbazogo. Vous avez suivi le début de cette cérémonie, l'intégralité des temps forts de cette cérémonie sur Africa 24. Nous avons été rejoints, comme je l'ai dit, sur ce plateau du président de la Cour suprême. Avec lui, on fera un tour d'horizon de ce qui a été fait ces dernières années dans le domaine de la justice et on va se projeter dans le futur. Cher monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous poser des questions essentiellement consacrées à votre secteur d'activité, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a marqué dans la cérémonie de tout à l'heure. En fait, c'est le tout. Ça a été une très belle cérémonie, bien organisée, bien orchestrée, et puis qui intervient au terme d'un processus électoral transparent, reconnu, validé au point de vue par la communauté internationale. Donc oui, ça aurait été une belle cérémonie. Oui, je vous en prie, continuez s'il vous plaît. Oui, je disais donc que c'est toute la cérémonie en fait qui m'a marqué. Et puis c'est le rayonnement de la Guinée équatoriale, une fois de plus, qui a été prouvé par le nombre de chefs d'État qui ont assisté, par le nombre et la qualité des invités. Donc, bon, en fait, c'est une cérémonie, ça a été une très belle cérémonie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Cour suprême. Avant d'aborder votre domaine spécifique, nous allons voir un élément d'illustration suivant tout de suite, un sujet effectué et réalisé par Polycarpo. Le renouveau de la justice équato-guinéenne en marche. Le secteur judiciaire de la Guinée équatoriale en développement est marqué par l'insuffisance de personnel, la lenteur dans les décisions judiciaires, l'obsolescence des textes de loi et codes réglementant la vie économique et sociale nationale. Le pays a eu une carte judiciaire élargie avec 7 tribunaux de première instance, 2 cours d'assises et 3 centres pénitentiaires. Les défis de la justice équato-guinéenne résident dans la formation. Elle attend se mettre au service du peuple avec une obligation de compétence et d'intégrité. Ces derniers temps, il y a eu des différents problèmes au niveau de la justice dus au manque de formation du personnel judiciaire. Maintenant, le défi que nous avons est que nous devons améliorer ces services. Nous devons tous faire des efforts. Le programme du gouvernement est d'atteindre l'horizon 2020 et tous les secteurs sont impliqués et le secteur de la justice doit tout faire pour ne pas rester en marge. Nous devons être à la hauteur de la circonstance pour servir le peuple et pour que la Guinée équatoriale soit réellement un état de droit. Avec le recrutement de 300 fonctionnaires de justice en 2015, la Guinée équatoriale ouvre pour la modernisation de ces secteurs. Il a été aussi créé une nouvelle loi organique qui établit les règles de recrutement dans l'administration judiciaire du pays avec des conditions et niveaux adéquats. Desde los cambios operados en nuestro país en 1979, con un personal absolutamente inapropiado para la judicatura, hemos venido tomando medidas especiales. Depuis les changements opérés dans notre pays depuis 1969, avec un personnel absolument inapproprié pour les juridictions, nous avons pris des dispositions spéciales avec la désignation des juges et la mise en place des tribunaux pour arriver à consacrer le président de la République dans le camp de sentence non conforme à la loi. À ce moment, le recrutement du personnel de justice n'était pas garanti par des normes qui protègent les qualités et la capacité technique et professionnelle de ces fonctionnaires. Le chemin parcouru a été long et difficile, et les efforts consentis ont été énormes pour enfin arriver dans la situation actuelle dans laquelle le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est venu imprimer le caractère de l'indépendance du pouvoir judiciaire et décide tout ce qui concerne son personnel, tant au niveau juridictionnel que de la gestion de l'administration proprement dite. Y los esfuerzos consentidos han sido enormes hasta llegar a la situación actual en la que el Consejo Superior del Poder Judicial ha venido a imprimir el carácter de la independencia del Poder Judicial. Malgré les efforts du gouvernement pour mettre en place une justice équitable et accessible, il y a encore les défis à relever. Surtout, la lutte contre la corruption dans l'administration judiciaire. La magistrature équato-guinéenne connaît une transformation totale. Outre l'élargissement de la carte juridique du pays afin de rapprocher le justiciable des tribunaux, il y a la mise en place d'une juridiction financière et la Cour des comptes. C'est un sujet signé Léopoldo Cosman d'Africa 24 ici en Guinée équatoriale. Monsieur le Président, alors comment se porte aujourd'hui la justice équato-guinéenne? La justice se porte bien. Comme tout système judiciaire qui se veut, l'optimisation du mode d'organisation et de fonctionnement requiert une adaptation permanente au contexte, à l'évolution de la société. Nous avons entrepris des réformes, une réforme du Conseil de la magistrature, je pense que ça a été un des sujets abordés, parce qu'en fait c'est dans le cadre du Conseil de la magistrature qu'on peut mettre en œuvre les règles qui sont donc définies par le législateur concernant la sélection, la formation des juges et concernant en même temps le mode de supervision, l'inspection, etc. du système judiciaire. De ce fait, il incombe quand même de préciser que l'État a fait d'énormes efforts, notamment par la création d'une école judiciaire, par la création de nouveaux tribunaux de première instance, notamment la juridiction laborale du droit du travail qui était inexistante, la création de tribunaux, je disais donc, de première instance dans toutes les provinces, dans toutes les villes de la Guinée équatoriale. L'État a également fait un effort considérable par rapport à la modernisation du système normatif, qui est donc la matière première du juge. Aussi bon soit-il, on ne peut émettre de bonnes décisions si
la loi en soi, si le système normatif est obsolète ou en désaccord avec l'ère du temps. Donc nous sommes donc en train de mener tous ces chantiers et je pense que la justice se porte assez bien. Nous continuons notre démarche en vue de moderniser le système judiciaire. Alors, mes deux collègues sur ce plateau auront des questions à vous poser dans quelques instants. Mais avant, quand on regarde le reportage qui est passé tout à l'heure, on voit qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été faites. C'est un peu comme si on est parti de zéro. C'est un peu comme si rien n'a existé avant. Pourquoi c'est maintenant seulement qu'on fait tout cela? Et comment s'est fait la jonction, en fait? Non, tout n'a pas été fait récemment. Disons que c'est un très long processus. Ainsi que je le disais tout à l'heure, le cadre de fonctionnement de la justice est défini par le législateur. Le cadre de fonctionnement de la justice n'est pas défini par les juges. Il faut qu'il y ait une dynamique constante de réadaptation des lois qui régissent l'organisation et le fonctionnement de la justice. Peut-être, c'est sur ce point qu'il faudrait peut-être insister. Il faudrait peut-être insister pour qu'il y ait une meilleure interaction entre toutes les institutions, parce qu'évidemment, bon, vous savez ce que c'est un législateur en Afrique. On n'est pas une exception, surtout, notamment concernant des questions quand même pointilleuses, techniques. Donc, il faut créer ce cadre de synergie pour que le législateur ait une idée précise de l'état de la justice, pour que le législateur sache quels sont les besoins de fonctionnement, d'organisation de la justice. Monsieur le Président, une question de Santiago pour vous. Bon, Monsieur le Président, je pense, si vous me permettez, la justice est un domaine très sensible pour toutes les sociétés parce qu'on doit donner à chacun son droit et personne ne veut pas perdre quelques situations en conflit. Donc je suis d'accord que des efforts ont fait, il faut le reconnaître, parce que sinon nous ne serions pas là. Hier on a parlé avec le ministre des Finances. Monsieur le Président, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peu de communication, de divulgation de tous ces travaux que fait la justice pour que tout le monde, tous les Équato-Guinéens, des étrangers soient au courant? Parce que je sais qu'on fait beaucoup de choses, des sentences et tout ça, mais on est statistiquement hablando, nous ne connaissons pas rien. Le problème de communication, c'est un défi pour alors, le domaine. La question, merci. La réponse maintenant. Oui, monsieur, j'avoue, je reconnais qu'effectivement, c'est une lacune. Ainsi qu'il venait de le souligner, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la seule divulgation qui était faite sur l'activité du pouvoir judiciaire n'était que dans le cadre de la présentation, de la rentrée judiciaire, on va dire. Le cadre de la présentation du mémoire de l'activité. Hormis cela, la justice ne communique pas. Hormis cela, je dirais il existait, je dirais même une communication négative. Je veux dire que la perception des citoyens de la justice, elle passait par la publication de certains incidents, de certaines affaires sensationnalistes dans la presse, ou peut-être d'interpellations dans le cadre de la commission permanente qui s'occupe d'affaires judiciaires au Parlement. Donc, il est vrai, on avait cette lacune au point de vue de la communication. Et on a quand même pris note. Nous avons créé il y a très peu d'années un département, un cabinet de communication. Donc nous sommes en train de mettre en place, de structurer un cadre de communication pour justement transmettre une idée réelle sur l'activité que mènent les juges en Guinée équatoriale. Radi, une question pour le Président. Monsieur le Président, vous l'avez dit, il n'y a pas de justice efficace sans le cadre normatif. Alors au-delà de ça, quelles sont les autres attentes, les défis qui attendent encore cette justice en Guinée équatoriale? Le défi essentiel, on l'a aussi souligné tout à l'heure, c'est peut-être adapter, homogénéiser le modèle de formation des juges.
Vous savez, l'université nationale n'a été créée que depuis très peu d'années. Donc, nos juristes proviennent d'horizons divers. Donc, on n'avait pas un modèle de réflexion unique. Nous n'avions pas un modèle de formation unique. Donc, le temps qu'on essaye d'homogénéiser, le temps qu'on mène tout un chacun à un même système de réflexion, c'est ça qui, en fait, qui posait problème. Donc, nous avons créé une école judiciaire qui est actuellement en pourparlers avec l'Université nationale, parce que, bien sûr, la formation doit se faire, doit être élaborée par l'école judiciaire et par l'université. Parce que nous sommes contre le système de formation trop général. Par exemple, le problème se pose même en Europe. Disons que parfois, au terme de la formation dans les écoles judiciaires, on ressort avec la même formation générale qu'on a déjà lorsqu'on sort de l'université. Donc nous sommes en train de réfléchir avec nos partenaires pour mettre en place une formation qui est adaptée à nos vrais besoins. Monsieur le Président, avant de vous laisser partir, je vais poser une dernière question. Et je suis sûr qu'à travers cette question-là, beaucoup d'Équato-Guinéens se retrouveront. Parce que beaucoup de personnes estiment que la justice, ici, est une justice à deux vitesses. Il y a certains qui gagnent toujours les procès, il y a d'autres qui les perdent toujours. Est-ce que vous avez cette perception? Et cet état de choses entretient une désaffection entre les justiciables et les juges? Est-ce que vous avez cette perception-là? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Oui, je n'ai pas cette perception. Je pense que c'est un malentendu. Je prends un exemple. Par exemple, si on prend le cas du droit du travail. Certes, 90% des plaintes qui sont présentées au Parlement concernent le droit du travail. Donc, le législateur, par la commission qui reçoit donc ces plaintes, le législateur apprend tous les jours que la procédure est inadaptée, trop longue, trop ennuyeuse, trop technique. Donc, le législateur est quand même conscient depuis longtemps que nous avons besoin d'une réforme législative pour éviter justement le désengagement des citoyens. Il n'appartient pas aux juges de simplifier d'office la procédure. C'est par exemple une des raisons. Donc non, il n'y a pas de justice à deux vitesses. Bien sûr, on peut être en désaccord avec une décision de justice. C'est pour cela que des voies de recours sont établies. Mais quand souvent certains gagnent toujours, et d'autres perdent toujours, il y a de quoi se poser des questions, non? Non, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Ça ne se passe pas vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent investir ici, qui sont en train de travailler ici. Est-ce qu'il y a un tribunal de commerce en cas de litige, en cas de malentendu entre l'État équato-guinéen et ces investisseurs qui arrivent dans le pays? Parce qu'il faudrait les sécuriser aussi. Oui, il faut bien faire le distinguo. Bien sûr, il y a une juridiction commerciale qui est intégrée au sein du tribunal de première instance. Il n'y a pas une juridiction commerciale au sens français. C'est intégré au tribunal de première instance. Donc, bien sûr, et la loi commerciale en plus, qui est en vigueur en Guinée équatoriale, c'est la loi OHADA, qui est donc accessible à tout le monde, parce que c'est une loi commune. Bon, maintenant, les litiges entre l'État et les opérateurs économiques, dans la plupart des cas, ces litiges ne sont pas portés devant le juge, parce que ces litiges sont réglés par le biais de clauses compromissoires. Donc ces litiges automatiquement relèvent de l'arbitrage international, tel que vous le savez. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Cour suprême. Ne partez surtout pas. Le seul qui quitte ce plateau pendant qu'on va marquer une pause tout à l'heure, c'est mon confrère Radi, qui est appelé à d'autres charges dans quelques instants. Mais avant de le laisser partir, je vais quand même présenter à nos téléspectateurs le magazine qu'il édite, Afrique Impact, dont il est le directeur de publication. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas. On marque une pause. On aura encore l'arrivée sur ce plateau d'une éminente personnalité. Suivez bien mon regard. On marque la pause, on se retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la toute dernière partie de cette émission organisée en marge de la cérémonie d'investiture du président nouvellement élu Théodoro Obiang Nguema Basogo. Vous avez suivi les temps forts de cette cérémonie et également le débat qui est organisé autour de la cérémonie. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par un nouvel invité. Il s'agit du ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. Merci de nous avoir rejoints. D'entrée de jeu,
souvent quand on parle de la Guinée équatoriale, on dit voici un pays qui est très dépendant des mines. Et quand vous entendez cela, est-ce que cela vous réjouit? Et tout le monde dit qu'il va falloir tout faire pour diversifier désormais la dépendance. Depuis qu'on a fait ce constat-là, de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, on ne sent pas beaucoup la non-dépendance. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, first of all, I want, on behalf of myself, to first start saying that I'm extremely happy for the event that we just realized today, because it's a very important continuity of the plan of development of His Excellency the President. And we have the youth have been responsible and have been supporting him, because everything that His Excellency the President has been doing has been to train the youth. So for us today is a very big celebration. We have important organizations like Antorcha, like ASO, who are complementing for the success of His Excellency. So now the politics, now the campaign is finished, and now we need to start working. And the work has to start exactly what you mentioned. We have been many times discussing that we needed to learn the lessons of other African countries, like Cameroon, like Nigeria, like Gabon, not to be completely dependent. We did start our development, we start producing oil, we start producing gas, and then we have this serious international shock of the drop of the oil price. It's a shock that not only affects Equatorial Guinea, it affects all producing countries, and even affects big countries like Saudi Arabia, and we could not be here and say that the oil price have not affected us. It has been a very good wake-up call, because His Excellency has been always saying we need to diversify, we need to do agriculture, we need to do tourism, we need to do industrialization, and we have been doing it. But everything that we have been doing has been planning. We did the plan of PEGI, we did the plan for tourism, we did the plan for agriculture. Now that we have the shock, no more planning, we need to execute. We are in the city, in the island of Bioko. We have one of the best hotels in the region. We have a golf course. We have one of the more natural resources. So we need to open to attract tourists. And it has to be a selected tourist. We do also have a great infrastructure for other business. You could build anything that you want in Equatorial Guinea. You have the port, you have the airport, you have the electricity, and you have the resources to do it. Now, we need to also be conscious that we still have many resources of oil and gas. But what we need to do is we need to recognize that this shock was not just a shock for the treasury. It was a shock also for the little companies, because all the different services in Equatorial Guinea were being done by expatriates. People coming from Houston, Singapore, and it did not only happen here. It happened in Gabon, it happened in Cameroon. And what we have learned is that we need to make sure that our people are involved in the local content. The local content is very important. Somebody needs to do catering. It doesn't have to be a company from Philippines. Somebody has to do welding. It doesn't have to be a company from Norway. It could be African company. So this is the lesson that we have done, because now the oil price will go back. And when the oil price will go back, we need to be prepared to go into the next stage and have a full diversification. We need to be conscious that it's a good wake-up call, but it's a good wake-up call that it happens to us in the middle of our production. So we still produce the same production that we have been producing before. The only difference is that the oil price is down. That's why we have received little resources. Now what we want to do next is we need to start using our own resources. All our oil, all our gas goes to Europe, goes to Asia, goes to United States. Now we are saying we need to be prepared to use our own resources. Our oil, we need to use it to have power plant. Our gas, we need to use it. Now we have buses who work with gas. That's going to be the things that is going to create us a real diversification. The other source of diversification has to do with mineral. But mineral require a very key resources, and this is electricity. Because we don't just want to exploit bauxite.
We don't just want to export iron. We need to exploit it and process it in country. And to be able to process, you need to be able to have power. Our biggest asset that Equatorial Guinea has is, first, a very strong leadership by His Excellency. But secondly, Equatorial Guinea have invested heavily in resources and human resources in the youth. You will see that, for example, I go to conference. I'm the youngest minister I have for oil. All my other colleagues are very old. When we have in conference, you have other minister of economy. So Equatorial Guinea have done a very good job preparing for the future, because we need to do a transition. The old generation have done a very good job taking Equatorial Guinea from nothing, we are there right now. They need to make sure that the youth are prepared to take to the next stage. It needs to be through lawyers, it needs to be from engineers, it needs to be from journalists, it needs to be for politicians, to make sure that we can do a transition that can continue forward. So we are very confident that this shock is a very good wake-up call. It's a very good wake-up call that is going to make sure that we come up strong. We learn our mistake and we come up strong, and by the time we come strong, we need to make sure that we can become like other countries like Singapore or little countries have been very potential, not only in oil and gas, but in infrastructure and service and in human resources. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce diagnostic que vous avez fait, diagnostic que vous avez tous suivi avec moi sur ce plateau. Juan Noël Nsoué, vous qui vivez dans ce pays, vous êtes un cadre dans ce pays, est-ce que vous vous retrouvez dans le diagnostic du ministre? Tout à fait. Là, il vient d'aborder, il vient de remettre l'accent sur la formation des ressources humaines. Si la Guinée doit, il a parlé de diversification économique, il veut dire que d'ici une trentaine d'années, l'Équateur-Guinée qui naît aujourd'hui, quand il aura 30 ans, en fait, il ne trouvera plus un pays doté de pétrole. Ou tout au moins, le pétrole sera réellement réduit. Donc, il faut que l'avenir se prépare dès aujourd'hui. Et pour que l'avenir se prépare dès aujourd'hui, il faut former les gens, il faut les fixer, il faut une adéquation formation, emploi. Il faut moderniser l'État. Donc, la première phase que nous avons eue, c'était la phase de la construction de tout ce qui est autour de l'homme. Aujourd'hui, nous focalisons l'accent sur l'homme lui-même. Nous avons des infrastructures, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons des universités qui sont en construction. On a parlé de la modernisation de l'administration judiciaire. Nous avons la mise en place des institutions qui sont en train de vraiment se consolider. Donc, la phase de la modernisation de l'État, la phase de la construction ou de la consolidation des institutions, passe donc par la formation des ressources humaines. Parce que nous avons créé, par exemple, des institutions. Bon, on se poserait la question, quels sont ceux qui vont travailler dans les administrations de ces institutions? Nous avons aujourd'hui, vous avez parlé de la diversification économique, et donc nous avons abordé le secteur pétrolier qu'il faut industrialiser pour vendre le gaz et le pétrole et même l'électricité qu'on pourrait même exporter. Nous avons aujourd'hui le secteur de la pêche qu'il faut moderniser et la pisciculture. Nous avons l'agriculture et l'élevage. Tout ça, c'est des plans, mais il faut des hommes bien formés pour travailler là-dedans. Donc, j'appelle ça une civilisation industrielle et démocratique. Donc la mise en place de cette civilisation en Guinée équatoriale doit passer obligatoirement par la formation des ressources humaines. Le président évoque régulièrement le changement de mentalité. Ça, c'est un problème. La Guinée sort de rien. Nous avons eu l'indépendance en 1968. Après un dur colonialisme, il y a eu des colonialismes pilotés, gérés par des pays démocratiques, mais l'Espagne était autre chose. C'était une dictature, déjà en métropole, mais qui a imposé un colonialisme dans un petit pays comme la Guinée. Donc, après l'indépendance, nous avons eu 11 ans de léthargie. Après 11 ans, nous n'avions pas de ressources. Nous n'avons eu de ressources qu'autour de 2000. Le pétrole a commencé à être exploité en 1980, a été découvert en 1995, avec 30% seulement des revenus qui reviennent à la Guinée équatoriale. Je peux dire coup de chapeau à notre pays parce que nous avons quand même relevé le niveau de vie des populations.
Mais ce n'est pas tout. La phase de la consolidation aujourd'hui impose que nous modernisions, que nous consolidions, que nous diversifions et surtout que nous formions les ressources humaines adaptables à la situation de l'avenir que vous voulez. Merci, Juan Soué. Santiago Ngoa, vous avez certainement une question pour le ministre. Une petite question, mais je vais la formuler en espagnol. Señor ministro, hay que reconocer perfectamente que desde 2009, las presidenciales a hoy, el tema de la energía ha mejorado en Guinea. Es decir, no lo digo porque le tengo delante. Nosotros que vivimos en Malabo nos olvidamos ya, era una luz de calidad y ahora en todo el país. Lo que hemos tenido, el episodio que hemos tenido en Gibló, eso para cualquier guineano de 4 dedos de frente no debe de suponer ningún atisbo de malestar. Son cosas, como dice algún, que ocurren. Señor ministro, en este caso el petróleo no podemos desdeñar que ha sido y es un elemento primordial para el desarrollo de este país. ¿No puede hacer un balance, una prospección? ¿Cuál es el estado? ¿Cómo está la botella de nuestro petróleo? ¿Tenemos perspectivas? Porque seguimos... La question, s'il vous plaît. No, es esta. La perspective. En anglais, non? Oui, je vous en prie. Si vous pouvez aller en français, ce serait encore plus bon. C'est pas grave, on va y aller. En espagnol, ¿no? Yo creo... En anglais, s'il vous plaît. Okay, in English. We need to be able to understand that we still produce the same production that we have been producing for more than 5 years. The big difference is that the price was $100. Now the price go all the way to 40. So what we used to get in $100, we have less. Now the prospectivity or looking in the future of oil and gas is we have a lot of prospectivity. The best way to look at it is that if one flies in the Gulf of Guinea, you will see all Nigeria is all light at night. It's all the flare. It's all the gas the Nigerians doing. You go to Equatorial Guinea, it's all dark. You have like 3 flares. That's Alba, that's Zafiro, and that's Ophir. So the issue now is that we are continue drilling. But when we drill, it takes 3 to 4 years to do the development. Recently, it's not official, we have 2 discoveries. I cannot announce it because it's not official yet. We have 2 discoveries. I cannot say it because we need to do the evaluation of the well. One is oil, the other one is gas. And I don't want to advance. So we are in a very good perspective, but I have to be very clear in one aspect. The Ministry of Mines, myself, and His Excellency are very happy that the oil price went down. We are very happy. Why? Because everybody in our country was becoming drunkard of oil. You want to do something, 1 million CFA, 2 million CFA. You want to do a road, 3 million. You want to do a building that nobody's there, you do that. We're saying, what are you doing? Slow down. No, let's do another road. Let's do another building. We're saying, this is good because everybody go back and say, relax. Relax, because one day it will disappear. Now when the oil price will go back and we start having new revenue, people will be very careful because now we have a budget. You have to spend everything according to the budget. So regarding exploration, regarding gas, we have a lot of prospectivity. We are continuing with the activity. The only thing that is going to happen now is that we'll be more careful on where we spend our money. I think it's very good on another reason. All the students, all the Equatorial Guineans who are coming in country, everybody wanted to go to the office, have a pen and sign. Everybody wants to go to the platform and get their money. Everybody wants to give me a job. So now when this downtown comes, he said, no more jobs. You have to create your own job. There is tourism, there is road, there is industry. Because by creating these new entrepreneurs,
That will create a real economy. We say, Excellency, I don't have money to do it, or what should I do? I say, listen, you have like 5 oil companies, and you have other companies. They need catering. There's only 3 companies, Sodexo, Aramac, and they are foreigners. You establish your company, and I know that it's 100% Equatorial Guinea, and you have a service company, I will make sure that the company gives the contract to you. So the aim is now it's a learning curve. But the perspective, and being a little bit direct, and this is for the population of Equatorial Guinea, tenemos mucho petróleo todavía. Tenemos mucho petróleo, tenemos mucho gas. Pero en conclusión, ha sido un bueno, como dice, no hay mal que por bien no venga. Porque todo el mundo decía, queremos una carretera, ven carretera. ¿Quieres hacer un edificio? Haz edificio. Ahora sabemos que el dinero que tengamos tenemos que ahorrarlo con mucho cuidado, porque un día puede volver a llover. Ahora que estamos, sacamos nuestro paraguas. Nuestro paraguas ya se está quemando. La próxima vez que llueva, estaremos mejor preparados. Pero la prospectividad de petróleo y de gas está ahí. Hay varios descubrimientos que estamos en evaluación, va a continuar, pero lo que es bueno es que la disciplina financiera es lo que nos va a hacer más fuerte, porque ahora hasta un franco, yo mismo como ministro, cuando tengo que viajar, tengo que justificarlo al ministro de Hacienda. Si él no me lo aprueba y la secretaria de Estado, yo no viajo. Antes, viajo, me quedo en el Hotel Ritz, voy con un avión, ahora tengo que justificar todo ese viaje, y esa justificación es importante, y al mismo tiempo tenemos que defender nuestros presupuestos, tanto en Consejo de Ministros como en el Parlamento y en el Senado. Y cuando es aprobado, tenemos que asegurar que mantengamos un rigor, porque lo que tenemos que aprender de esta etapa es que hay que tener rigor financiero. Merci. Monsieur le Président de la Cour suprême, pour ce débat autour de la diversification, on retient 2 choses. Il faut former les ressources humaines, il faut prôner un changement de mentalité. Vous connaissez vos compatriotes. Comment est-ce qu'on met en chantier ce changement de mentalité? Parce que le ministre a insisté là-dessus. Tant que les gens croient qu'il faut travailler dans le bureau, il faut se faire embaucher simplement, ils ne vont pas aller au-delà. Mais comment est-ce qu'on met en chantier cela? Oui, bien sûr, tout en étant profane dans le domaine de la planification économique, mon sentiment en tant que citoyen, mon sentiment de dire que c'est vrai, en Guinée équatoriale, nous avons mis en place des cadres de réflexion concernant les projections macroéconomiques du pays. Vous savez, vous savez certainement que la Guinée équatoriale a célébré plusieurs conférences économiques auxquelles ont participé tous les opérateurs économiques, tous les citoyens, toutes les institutions de l'État. L'État a également mis en place un cadre, je pense, un établissement public qui est précisément chargé de recenser les besoins, de recenser les potentialités pour présenter des propositions dans ce sens. En tant que citoyen, mon sentiment, c'est peut-être irait vers un renforcement de ce genre d'initiative pour créer un cadre de réflexion qui puisse faire un apport dans la réflexion générale qui est menée en vue de diversifier l'économie, en vue d'éradiquer la dépendance vis-à-vis de la rente pétrolière. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Cour suprême. Je vais profiter en même temps pour remercier mon cher confrère Santiago Ngoa de m'avoir accompagné dans cette émission. Je ne vais pas remercier les autres parce qu'ils vont continuer par rester avec nous. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On va marquer une pause pour permettre à nos 2 invités de se retirer. Le temps d'accueillir un nouvel invité sur ce plateau. Restez avec nous.